Une nouvelle pilule pourrait avoir les bénéfices du sport sans se lever de son canapé. Un nouveau sens dévoilé chez la pieuvre qui peut goûter en touchant. Oui, et des neurones qui seraient créés même à l'âge adulte, de quoi réalimenter une bataille qui fait rage depuis un siècle chez les neuroscientifiques. Et on terminera avec l'actualité mystère et un chiffre du jour dont on vous parle tout à l'heure. Bonjour Thomas. Bonjour Viviane. Jolie chemise. Merci, toi aussi. Oui, hein, on s'est mis aux couleurs du mois de juillet. Ouais. On s'est dit que pour les actus de juillet, on allait être estival. Ouais, faut sûr. Et on est estival, effectivement. Ouais, très beau. Bienvenue dans notre émission d'actualité scientifique avec des si. C'est comme ça qu'on l'appelle, on n'a toujours pas de logo. 9e. Ouais, 9e émission. 9e émission, Déjà. effectivement. Ça passe vite. Et il y a un an jour pour jour, tu me disais, Tom, ça te dirait de prendre un petit café pour qu'on parle d'un projet que tu avais en tête d'actualité scientifique. Un an plus tard, nous voilà pour la 9e émission. Eh oui, hein, il y a un an, je t'avais contacté. Ouais. T'es sûr que c'était pour un café? Me connaissant, ça devait être plus pour une pâtisserie? Probablement. C'est plus pour la jazette qu'autre chose aussi. Pour la jazette, c'est ça. Effectivement. Donc, bienvenue dans Avec des si. On va commencer tout de suite avec ce que tu nous prépares à chaque émission. Une petite actu mystère. Un chiffre du jour, je vous parle de 14%. Comme d'habitude, 3 indices. Indice numéro 1, cela concerne la recherche biomédicale. 14% de 1,5 million, soit 200 000 cas. De quoi parlons-nous? On vous laisse réagir et réfléchir. 14%. Ok. Ouais. Les deux prochains indices aux actus suivantes. Absolument. Et on démarre avec la première actualité. Une actualité, c'est cool, mais on s'emballe pas. Et cette fois-ci, on vous parle de pilule magique, c'est le cas de le dire. Une pilule éventuellement pour remplacer le sport, Viviane? Oui. Roulement de tambour, voici la promesse d'une énième pilule au pouvoir magique qui vous permettrait d'obtenir certains bénéfices de l'exercice physique sans bouger de son canapé. Tout a commencé quand des scientifiques ont mis sur pied un protocole expérimental avec 13 jeunes hommes en bonne santé avec 3 étapes. Dans un premier temps, essayer de limiter au maximum l'activité physique pendant 45 jours. Et ensuite, ces mêmes volontaires ont commencé un programme d'entraînement avec une course de 5 km tous les jours ou tous les 2 jours pendant 25 jours. Et tout au long de l'étude, tout au long de cette expérience, les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang, de sel également. Ils ont fait tout un tas d'analyses et ils ont pu montrer à quel point l'exercice, même sur une très courte période, pouvait vraiment avoir un impact biologique. Mais ça, on le savait déjà. Oui, c'est pas une grande surprise que l'activité physique est bénéfique pour nous. Mais après une seule course, par exemple, ils ont observé une hausse soudaine des marqueurs d'inflammation, ce qui est assez logique. Et avec un entraînement régulier sur 25 jours, le paysage moléculaire change complètement au niveau du système immunitaire, du métabolisme, des lipides particulièrement, du microbiome intestinal, etc., etc. Et au milieu de toutes ces données qu'ils ont analysées, il y a une molécule qui est un petit peu sortie du lot. Et cette molécule, c'est la bétaïne, et non pas la bétadine, la bétaïne. Non, pas la même chose. Qui est produite par les reins en réponse à l'exercice. Et les chercheurs ont alors constaté que l'exercice répété entraînait une augmentation significative de cette molécule dans la circulation sanguine. Ouais, alors est-ce que cette molécule, à elle seule, peut mimer les effets du sport? C'est la question à laquelle ils ont voulu essayer de répondre. Et ils ont utilisé pour ça un modèle de souris âgée en leur donnant de la bétaïne à boire. Donc vraiment dans l'eau, ils glissaient la bétaïne dans l'eau. Et ils ont pu observer en fait tout un tas d'améliorations. On parle de diminution de la fibrose des tissus, de moins de marqueurs de vieillissement, d'une augmentation de la force musculaire et même une réduction des comportements de type dépressif. En gros, la bétaïne aurait tout un tas de freins, en tout cas permettrait de ralentir le vieillissement. Ouais, d'où le fait qu'on parlait de pilules magiques jusqu'à présent. Et donc là, finalement, on a un puzzle moléculaire qui s'assemble pièce par pièce. C'est assez magnifique parce qu'on a la source, la molécule est produite dans les reins, on a la molécule, la bétaïne, et on a la cible, c'est les muscles, les tissus et tout ça. Donc on a un petit peu toute la recette qui est là. Mais est-ce qu'on tient notre pilule de l'exercice? Est-ce qu'il faut se ruer sur les compléments alimentaires de bétaïne pour limiter notre vieillissement? Clairement, les scientifiques sont assez clairs là-dessus. Pas si vite. Et en plus, on est dans une actualité, c'est cool, mais on s'emballe pas. Donc vous avez déjà eu la fin de l'histoire finalement dès le début. Les scientifiques soulignent eux-mêmes les limites de leur propre étude. On est sur des souris, il faudrait des recherches beaucoup plus larges sur des populations humaines diverses, plus âgées, des deux sexes, pour évidemment confirmer la sécurité, l'efficacité de potentiellement ce traitement-là, si on parlait de traitement, chez l'humain. Oui, parce que c'est une chose de trouver une molécule qui a un effet bénéfique, mais ça se peut qu'elle n'ait pas que des effets bénéfiques. Donc, il y a beaucoup de recherches. Exact. Beaucoup de recherches à venir. Ouais. Et donc ça a été publié dans le journal Cell en juin dernier. Et évidemment, l'idée, c'est pas de remplacer le sport.
les auteurs le précisent bien d'ailleurs dans l'article, rien ne vaut l'exercice physique pour rester en bonne santé. Donc prendre soin de son corps et ralentir le vieillissement, tout ça, ça reste quelque chose sur lequel on peut agir en faisant du sport. Mais quand même, je vois déjà des vendeurs de produits alimentaires qui pourraient mettre en avant cette étude-là, la récupérer, faire un petit peu de picorage, de cherry picking qu'on appelle, là, de prendre des petites données ici ou là et ensuite de vous balancer un truc de « Ah, regardez, cette étude a démontré que, donc prenez vos compléments alimentaires ». Donc attention avec ce genre de choses-là. En tout cas, c'est une étude comme une autre, mais toujours est-il que c'est bon quand même de leur préciser. Oui, et puis on rappelle, dès qu'il s'agit de santé, il vaut mieux aller parler à des professionnels de santé que d'inventer un complément alimentaire en regardant une émission d'actualité scientifique sur YouTube. Genre, par exemple. Genre avec des si. Genre avec des si. Mais avec des si est quand même plutôt pas mal faite comme émission parce qu'à chaque fois, ils nuancent. Ils nuancent, ils disent oui, mais attention et tout. Donc je pense que c'est une bonne émission quand même. Ils ont des chemises, les deux là. Ouais. Parfait pour régler une télé. Ah ouais, les contrastes, profitez-en à la maison, là. Vos écrans d'ordi, tout ça, ouais, profitez-en, ouais. On enchaîne avec l'occasion de soutenir la tenue vestimentaire de l'émission Avec des si. Si vous voulez avoir plus de diversité dans nos tenues vestimentaires, vous pouvez nous soutenir via la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. C'est une émission qui n'a pas de sponsor, vous le voyez bien, donc on fait ça avec nos petites mains, nos petits ordinateurs, nos petits cerveaux. Et si vous voulez nous aider, ce sera plus que bienvenu. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec le quiz du jour. Et ce chiffre du jour, 14%. Je vous rappelle le premier indice, ça concerne la recherche biomédicale. 14% de 1,5 million, soit 200 000 cas. Ça, c'était le premier indice. Deuxième indice, on parle d'une aide qui divise la communauté scientifique. Pour certains, c'est un simple outil. Pour d'autres, c'est vraiment la source d'un vrai problème d'intégrité de la recherche. Voilà pour le deuxième indice. Ça vous amène sur une piste, Viviane, une petite piste ? Je dois avouer qu'on a travaillé là-dessus, donc j'avoue que je la connais, cette actualité, mais j'ai bien hâte d'en parler. Ouais. J'ai bien hâte d'en parler. Je ne sais pas à quel point c'est facile de trouver avec ces deux indices-là. Vous nous direz à partir de quel indice vous avez trouvé. Ouais. En tout cas, on n'est pas sur un cas clinique. Non. On parle plus de d'outils. Ah, tu rajoutes un indice comme ça, gratuit. J'ai balancé un indice. T'as balancé un autre indice. Il n'était pas prévu, celui-là. Il n'était pas prévu. Donc, c'est l'indice 2 bis. 2 bis, ouais, c'est ça, le cadeau. Le cadeau, c'est ça. On enchaîne avec la deuxième actualité. L'actualité, waouh, direction les profondeurs de l'océan. On discute d'un animal qui ne cesse de nous fasciner, la pieuvre. Et si on pouvait goûter par le toucher, Viviane ? C'est bon. Merci Viviane, merci pour ces incroyables jeux d'actrice. On a pas fait, on répète celle-là, mais c'est du bonbon quand même. Hein. J'ai fait exprès d'être mauvaise. Ah bah oui, t'as fait exprès. Donc on connaît les pieuvres pour leur capacité à s'agripper, à résoudre des casse-têtes, à aller se glisser un petit peu n'importe où. Mais figure-toi que là, ils peuvent rajouter finalement une nouvelle corde à leurs tentacules. Quelle belle expression. Alors quel intérêt de vouloir goûter en touchant ? Ce serait pour éviter de manger des aliments qui sont dangereux. Leurs tentacules seraient équipés de capteurs qui s'activent au contact de certaines molécules. Et comme toute belle découverte scientifique, qui a d'ailleurs été publiée dans le journal Cell, quand même, c'est bon de le préciser, tout a commencé par une observation assez surprenante. Une équipe de l'université d'Harvard avait remarqué en laboratoire que certaines mamans pieuvres de l'espèce des Octopus bimaculoides prenaient vraiment très soin de leurs œufs, jusque-là tout normal, mais avaient plutôt tendance à se débarrasser de certains d'entre eux. Pour une raison, on ne sait pas trop encore, mais en tout cas, on le voit sur cette vidéo-là, mettre de côté certains types d'œufs. Mais qu'est-ce que ces œufs avaient de si particulier, Viviane ? Alors, pour le savoir, les chercheurs ont récupéré les œufs qui avaient été rejetés par les mamans pieuvres et ils les ont observés au microscope électronique parce que sinon, à l'œil, on ne voyait pas vraiment de différence. Et là, surprise, ces œufs étaient recouverts de bactéries nocives. Donc, on suppose que les mamans pieuvres avaient détecté ces bactéries nocives et avaient choisi de se débarrasser de ces œufs contaminés pour éviter la propagation à toute la couvée. Ouais, de faire une sorte de petit tri sélectif comme ça. Même chose pour les crabes. Les pieuvres avaient tendance à rejeter ceux dont la carapace était contaminée par les bactéries, genre des crabes en décomposition par exemple. Et donc encore une fois, on voit cette observation-là chez les crabes et également chez les œufs. Imagine si nous aussi, on avait également cette capacité-là de pouvoir toucher comme la pomme et savoir si la pomme elle est bonne ou pas. Ça serait vraiment un sacré gros avantage évolutif, on va pas se mentir. C'est clair. Et donc une hypothèse a vu le jour, et si les pieuvres utilisaient un sens chimique pour sentir la présence de ces bactéries ? Ouais, alors pourquoi est-ce que là on parle de chimie ? Parce qu'en fait les bactéries rejettent des composés chimiques dans leur environnement. Je te prends un exemple très concret chez nous, les humains. Lorsqu'on va se mettre à suer, la transpiration, c'est pas tant la sueur
le liquide en tant que tel qui sent mauvais, c'est plutôt l'interaction avec les bactéries qui vont réagir avec la sueur, dégager un composé volatile qui sent pas bon, et ce composé volatile-là va ensuite se retrouver dans des récepteurs dans notre nez, et c'est comme ça qu'on va pouvoir sentir cette mauvaise odeur de transpiration. Là, ici, t'as pas de message à me faire passer? Non, pas de message à te passer. C'était juste un exemple. Non, pas de message. Parce que ta chemise est tellement belle qu'elle sent très bon naturellement. C'est ça. C'est les fleurs. C'est les fleurs, c'est ça. Ici, c'est exactement la même chose. Les bactéries produisent un composé chimique qui se retrouve sur les œufs, par exemple, et donc ensuite qui va être potentiellement récupéré par les récepteurs sur les tentacules de ces pieuvres. Et pour tester l'hypothèse d'un nouveau sens de la pieuvre, parce que c'était une hypothèse à la base, ils ont essayé de recréer la scène dans une boîte de pétri en laboratoire. Donc ils ont collecté les composés chimiques produits par 300 espèces bactériennes qu'on retrouve communément soit sur les œufs, soit sur les crabes, que les pieuvres ont tendance à ne pas vouloir de manière générale. Donc ils les ont pris et ils les ont mis en contact avec des cellules ayant les mêmes récepteurs que ceux qui sont à la surface des tentacules d'une pieuvre. Et là, bingo, au contact de certaines molécules des bactéries, les récepteurs des tentacules s'activaient. Un récepteur s'active en produisant un signal électrique, et donc ça, c'était ce signal électrique-là qu'on a pu capter. C'était la preuve que les pieuvres ont un système de détection chimique direct qui permet de goûter, entre guillemets, par le toucher, en tout cas de goûter l'activité bactérienne. Et ils ont été un petit peu plus loin. D'abord, ils ont réussi à caractériser les molécules chimiques. H3C, ça c'est pour les bactéries qu'on retrouve sur les crabes, donc leurs composés chimiques produits par ces bactéries. Et LUM, ça c'est pour les œufs. Et deuxièmement, les chercheurs ont pris des crabes en plastique. Donc imagine l'expérience, là tu prends des crabes en plastique, tu les badigeonnes de bactéries, en tout cas qui seraient potentiellement nocives, ou en tout cas qui émettraient cette molécule-là de H3C. Et tu regardes ensuite, en comparant avec des jouets qui, eux, n'ont pas été badigeonnés de cette molécule-là, et tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe, et comme de fait, le résultat est vraiment sans appel. Les pieuvres se précipitent sur les objets, sur les jouets qui n'ont pas eu cette bactérie-là, et mettent de côté ceux qui avaient le goût de la décomposition. Exactement la même chose pour les œufs. C'est vraiment fascinant cette expérience, et j'adore quand les recherches incluent des jeux ou des jouets à mettre avec des animaux. Je trouve ça très drôle toujours. Côté récepteur, donc ce qu'il y a sur les tentacules des pieuvres, est-ce qu'on en sait plus? On en sait un petit peu plus, puis là on rentre dans la biochimie un peu plus extrême, j'ai envie de dire. Ces deux molécules-là, elles vont se fixer sur le même type de récepteur, donc sur les ventouses des tentacules de ces pieuvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont la molécule va ensuite se fixer sur son récepteur, c'est selon le positionnement, selon la façon dont cette molécule-là va se fixer, que là, ça va envoyer un message pour la pieuvre qui va ensuite interpréter cette information-là. On rentre vraiment dans la biochimie vraiment extrême, vraiment complexe. Tout est évidemment très détaillé dans l'article, mais gardez en tête que par ce mécanisme-là, par ce sens-là du toucher, du goût par le toucher, ça nous permet vraiment, en tout cas pour les pieuvres, de scanner son environnement. Ouais, j'avoue, j'aimerais avoir cette compétence-là, un vrai avantage évolutif. Ça m'aurait peut-être évité mes 2 intoxications alimentaires de l'hiver dernier. En tout cas, on se rappelle de cette belle petite pomme là que tu as réussi à toucher avec ton jeu d'actrice au début, qui te vaut un Oscar, peut-être, un jour. Ah, carrément. Ah ouais, moi je vote pour. Ouais, je pense que c'est pour ça que t'es pas juge. Mais en tout cas, si on revient juste une petite parenthèse par rapport à tu te rappelles le live qu'on avait fait en juin dernier, oui, je m'en souviens, avec l'Office européen des brevets. Ouais. C'était un petit live de 2 heures qu'on avait fait. On avait discuté justement des nouvelles inventions de la nouvelle génération. Et il y avait 10 inventions gagnantes. Exactement. Qui étaient récompensées pendant une cérémonie, et puis on animait cette cérémonie. Ouais. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur la chaîne C+, il y a le replay si ça vous intéresse, mais c'est en lien avec notre actualité. Exact, parce qu'il y avait une des inventions, en fait, vous avez créé une étiquette qui pouvait être déposée sur un aliment, et l'étiquette était capable de pouvoir détecter la présence d'une molécule nocive produite par une bactérie qui pourrait être dangereuse pour l'humain. Et cette étiquette-là pouvait changer de couleur, passer du noir au blanc. Je me souviens un peu plus exactement comment est-ce qu'ils avaient pensé ça, mais toujours est-il que cette étiquette-là était vraiment un indice très intéressant. Donc ça permettait évidemment d'éviter les intoxications alimentaires, mais aussi le gaspillage et compagnie, en tout cas d'avoir vraiment une valeur très intéressante pour le consommateur-consommatrice. Donc à défaut de devenir une pieuvre, il y a peut-être des étiquettes qui vont bientôt arriver sur le marché pour arriver Parce que jusqu'à preuve de contraire, nos doigts ne sont pas capables de pouvoir goûter ce qu'on mange. Ouais, non. Donc malheureusement. Non, malheureusement. Un grand désespoir. Non. Non. Je sais pas si elle est bonne. En tout cas, cette pomme, vraiment, elle a joué un rôle dans cette émission incroyable. Hein. Elle ne s'attendait pas à celle-là. Je pense que son destin de pomme, elle ne s'attendait pas à ça.
On enchaîne avec la suite de notre quiz du jour où tu vas nous donner le 3e indice après le 1, le 2 et le 2B. Exactement, et le 2B, ouais, donc un 4e indice finalement, c'est ça, ouais. Donc pour le 14%, c'est donc le chiffre du jour. Je vous les rappelle, ces chiffres-là, ça concerne la recherche biomédicale. 14% de 1,5 million, soit 200 000 cas. On parle également d'une aide, potentiellement, en tout cas pour les chercheurs. Certains pensent que c'est plutôt un outil, d'autres pensent vraiment que ça pourrait être un problème d'intégrité de la recherche. Et puis, c'était quoi l'autre indice bonus que j'avais donné ? Ce n'est pas une étude... C'était pas un cas clinique. C'était pas un cas clinique. C'est pas un cas clinique, merci Viviane. Et 3e indice, ou 4e plutôt, ce 14% a été mesuré grâce à une étude de vocabulaire qui devenait soudainement beaucoup trop élogieux. Je pense que là, on commence à deviner de quoi il s'agit. Où est-ce qu'on s'en va ? Où est-ce qu'on s'en va ? Réponse tout à l'heure. Réponse juste après la prochaine actualité. Et on termine avec une actualité qui divise les plus grands neuroscientifiques depuis des décennies, même depuis un siècle. Tout a commencé au début du XXe siècle. Le neuroscientifique Santiago Ramón y Cajal affirmait que nos cellules cérébrales seraient fixes, finies et immuables après la naissance. En fait, en gros, qu'on aurait un stock de neurones et que ce stock de neurones, après la naissance, ne faisait que décroître, que décliner au fur et à mesure qu'on vieillit. Et plus tard, dans les années 90, cette affirmation a commencé à être un petit peu remise en question parce qu'on commençait à avoir des études sur les rongeurs spécifiquement qui montraient que finalement, peut-être que certains neurones seraient créés à l'âge adulte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'héritage des recherches de Santiago était tellement fort, tellement puissant que ces nouvelles études étaient tout de suite mises de côté parce que on considérait que l'humain n'est pas une grosse souris, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, et on est d'accord avec ça, mais qui n'a jamais été vraiment un frein pour alimenter la recherche biomédicale. Non, clairement pas, ça suffit pas comme argument. Non, effectivement. Donc, le fond du problème ici, c'est que on avait des études qui s'intéressaient à l'humain, mais qui étaient contradictoires. Certaines équipes, en analysant des tissus post-mortem, donc après la mort des individus, ne trouvaient absolument aucune trace de jeunes neurones. Et puis, on avait d'autres études qui trouvaient la présence, la trace de jeunes neurones, mais on remettait en question les méthodes de conservation des tissus, etc. C'était critiqué, donc finalement, qu'en est-il ? Ouais, puis aujourd'hui, je te dirais que dans le monde de neurosciences, ce sujet est vraiment un terrain miné. Il faut arriver avec une étude en béton armé, littéralement, avoir une sacrée crédibilité, avoir des expériences qui ont été vérifiées, revérifiées, pour amener de nouveaux arguments et essayer de pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas arriver bien outillé, avec beaucoup d'arguments. Est-ce que c'est le cas de l'étude dont on parle aujourd'hui ? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On ne sait pas encore tout de suite, mais en tout cas, elle fait grand bruit aujourd'hui. Elle vient en fait ajouter des arguments du côté de ceux qui pensent qu'on pourrait créer de nouvelles cellules neurones à l'âge adulte. Et dans l'article qui a été publié dans Science, ils expliquent leur méthode. Donc, c'est une étude qui a été faite sur l'humain, donc pas sur des rongeurs, sur des personnes de 0 à 78 ans, mais sur 20 personnes seulement. Donc, petite étude quand même. Effectivement. Ils ont récupéré en tout 300 000 cellules de l'hippocampe. Tu sais, c'est cette zone dans le cerveau qui serait liée à la mémoire, à l'apprentissage, en tout cas responsable de ces facultés-là. Et ils les ont analysées avec des outils génétiques et d'intelligence artificielle. Alors, je dois avouer que Thomas, quand tu m'as parlé de cette nouvelle et que j'ai vu outils génétiques, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on parlait d'outils génétiques alors qu'on parlait de neurones. Parce que la génétique est partout, Viviane. C'est bien. C'est là qu'on voit nos biais personnels. Ouais. Moi, je vois de la mécanique partout. Toi, tu vois de la génétique partout. Oui. Écoute, chacun ses biais. Chacun ses biais. On se complète. Absolument. On se complète. Ce qui fait qu'on fait une belle équipe. En fait, ce qui est important de rappeler, c'est que toutes les cellules contiennent de l'ADN. Et les neurones, ce sont des cellules également. Et donc, le mot neurone, ça sert vraiment à parler des cellules neurones, des cellules neuronales, mais vraiment spécifiquement cellules neurones, et ce sont bien les cellules avec leur propre ADN. Mais c'est pas l'ADN des neurones spécifiquement qu'ils ont analysé, c'est ça ? Alors non, c'est ça. Ça, c'est important de préciser. Ils sont allés étudier des cellules neuronales avant qu'elles ne soient devenues des cellules fonctionnelles, quand elles étaient en fait à une étape de développement antérieure. En fait, elles étaient à un stade de cellules progénitrices, qu'on dit. Ça sert à quoi d'avoir des cellules progénitrices ? C'est de pouvoir se diviser pour donner de nouveaux neurones. Donc c'est un petit peu l'étape juste avant des neurones. On est une cellule progénitrice qui devient après un neurone, c'est ça ? Ouais. Okay. Mais on n'est pas fonctionnellement un neurone. Ok, pas encore. On n'est pas encore outillé correctement pour devenir un vrai neurone. C'est la partie adolescence du neurone. Genre même enfant. Même enfant. Ouais, même enfant. Ouais. Ok, la partie enfant. Alors qu'on s'entende bien dans tout ça. Donc, toutes les cellules de notre corps, y compris les neurones, elles ont toutes le même ADN, mais chaque cellule va activer des
partie qui l'intéresse. C'est pour ça qu'une cellule de l'estomac aura une fonction différente d'une cellule qui est au bout de notre orteil, par exemple. Ouais. Donc, ce qu'on analyse dans la génétique, c'est l'activité génétique de cellules spécifiques qui a été analysée avec plusieurs techniques. Exact. 3 techniques en particulier. La première, l'imagerie, pour tenter déjà de localiser ces cellules progénitrices, qui est loin d'être évident. La deuxième, c'est le séquençage, pour établir ces fameuses signatures génétiques dont tu parlais tantôt. Là, pour les connaisseurs, on parle de l'ARN. On ne rentrera pas plus dans le détail, mais on a séquencé l'ARN. Et aussi, on a fait une étape d'apprentissage automatique, un type d'intelligence artificielle qui est utilisé pour analyser cette grosse quantité de données. Et donc, le premier résultat qui a été obtenu, c'est qu'on a vraiment réussi à identifier des cellules progénitrices chez certains individus, mais des individus du bébé aux adultes les plus âgés. Donc la simple présence de ces cellules implique qu'il y a bien une production de nouveaux neurones, en tout cas chez certaines personnes. Et comme on en a retrouvé dans toutes les tranches d'âge, y compris à l'âge adulte finalement. Ouais. Mais tu l'as bien dit, tu as bien insisté sur le mot « certain ». Même si on en retrouve dans toutes les tranches d'âge, il y a certains individus chez qui on n'a juste pas retrouvé. Et le nombre de ces cellules varie énormément d'une personne à l'autre. Alors comment interpréter tout ça? C'est là un petit peu le casse-tête. Et pour ceux qui en ont, est-ce qu'ils viennent juste d'apparaître et sont-ils présents depuis le début de la vie? Est-ce qu'ils se mettent à maturer soudainement dans quelques jours? On ne sait pas. En fait, on ne sait vraiment pas quel est le devenir de ces cellules-là progénitrices. Pour les adultes qui n'en ont pas, là encore une fois, est-ce que ça les empêche d'apprendre, de mémoriser de nouvelles choses? Ça non plus, on ne sait pas. Ouais. Beaucoup de questions. Cela dit, même s'il y a des nouveaux neurones chez les adultes, ce sera de toute façon pas à un taux de croissance neuronale hyper élevé, quoi. Ça reste assez peu. Effectivement. Il y a une précédente étude qui parlait de 700 nouveaux neurones par jour. Moi, ça me paraît vraiment beaucoup, 700 neurones. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup d'ordre de grandeur pour des neurones, mais ça me paraît beaucoup aussi. Hein. Ça a confirmé avec de nouvelles études. Toujours est-il qu'on a ce chiffre-là, mais encore une fois, ça vous démontre à quel point il y a un gros mystère autour de cette création de neurones. À l'âge adulte. Ouais. À l'âge adulte, en tout cas, ouais. Donc si on récapépète depuis le début, on a une nouvelle étude qui met grosso modo de l'huile sur le feu dans le monde des neuroscientifiques. Ouais. Nous ça va, mais dans le monde des neuroscientifiques c'est quelque chose. Et ça alimente le côté de ceux qui pensent qu'il y a une production de nouveaux neurones même à l'âge adulte. Mais cette étude, vous l'avez vu, elle n'est pas encore définitive. Hein. Il faudra encore des réplications et encore plus de personnes incluses dans l'étude, puisqu'on voit qu'il y a certaines personnes qui en avaient, d'autres qui n'en avaient pas. Que faut-il penser? Alors peut-être qu'il va nous falloir encore un autre siècle pour avoir ce genre de réponse-là. Et c'est pas nous qui le raconterons. Avec les mêmes chemises, dans 100 ans, on vous en reparlera. Grâce à la pilule contre le vieillissement, effectivement, on va prendre de la bétaïne. Et non pas de la bétadine. Et on sera là pour vous donner l'actualité de cette... 2125. 2125. Allez, c'est parti. Le rendez-vous est pris. C'est bon, on est là. Soyez là, hein. Oui, vous aussi. Hein. Bah oui, sinon... Sinon, on perd l'intérêt. Bah oui. On va pas rester jusque-là pour rien non plus. Et donc on termine avec notre actualité mystère, avec le petit quiz du jour. Absolument, 14%, c'est le chiffre du jour. 3 indices. Premier, cela concerne la recherche biomédicale. 14% de 1,5 million, soit 200 000 cas. Le deuxième indice, on parle d'une aide qui divise les chercheurs. Pour certains, c'est un outil. Pour d'autres, c'est carrément la source d'un vrai problème d'intégrité de la recherche. Et le troisième indice, ce 14% a été mesuré grâce à une étude de vocabulaire qui devenait soudainement beaucoup trop élogieux. Oui, je pense que vous avez commencé à deviner de quoi il s'agissait. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à la maison? Et à partir de quel indice est-ce que vous avez trouvé? Du 1, du 2, du 2 bis ou du 3? Dites-le nous en commentaire. Facile ou pas, trop facile, je sais pas. Donc quand j'ai vu en fait l'un de tes derniers reels sur l'intelligence artificielle générative, je me suis dit que tu allais tomber de ta chaise en apprenant cette nouvelle, Viviane. Selon une étude publiée dans le journal Science Advances début juillet 2025, donc vraiment tout chaud, en 2024, environ 14% des résumés d'articles scientifiques, soit plus de 200 000 textes sur environ 1,5 million, portaient les marques d'une assistance par intelligence artificielle. Donc ça nous fait un article sur 7. C'est énorme. Est-ce que tu penses que c'est plus ou c'est moins? En fait, je m'attendrais à beaucoup plus. Honnêtement, je m'attends à plus que 50%. Ouais. Et en fait, c'est vraiment pas simple en fait, de savoir quel texte a pu être écrit par une intelligence artificielle générative. On a des outils qui existeraient mais qui ne sont pas super efficaces, ou en tout cas qui sont encore une fois à être développés pour aller un peu plus loin et essayer de déceler si oui ou non un texte a été généré par une IA. Ça avance, mais c'est loin d'être optimal. Oui, et puis les chercheurs ne déclarent pas du tout s'ils utilisent l'intelligence artificielle, j'imagine. Exact. Et c'est ce qui rend en fait cette enquête détective vraiment hyper compliquée. L'article souligne que la plupart des utilisateurs ne déclarent justement pas leurs outils, leurs pratiques, ce qui rend en fait le fait de jouer le détective encore plus compliqué, encore plus difficile. Donc comment ils ont fait finalement ?
C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont utilisé en fait une technique assez particulière, qui pourrait prêter à sourire, mais qui est quand même drôle, une analyse de vocabulaire, une idée très originale. Le but, c'est de repérer les mots en excès. Quand je te parle de mots en excès, je te dis de passer à travers des millions de résumés, donc vraiment faire un travail quand même assez poussé pour chercher les mots qui ont commencé à apparaître de manière vraiment bizarre, anormalement dans les travaux de recherche, plutôt après novembre 2022. Donc vraiment la date limite, c'était novembre 2022. Pourquoi ? Parce que ChatGPT est entré dans nos vies à partir de novembre 2022, et c'est pour ça qu'il y a une démocratisation de l'IA générative, beaucoup plus accessible au grand public. Ils ont trouvé 454 de ces mots en excès pour la seule année 2024, comparativement aux années précédentes. Alors, je te parle pas de mots techniques, des nouveaux concepts, des nouvelles méthodes. C'est pas le mot ADN ou le mot... Non. J'adore la génétique, mais pas à ce point-là non plus. D'accord. Ni le mot de nouvelles méthodes, etc. On parle vraiment pas de ça. On parle vraiment de mots plus dans le vocabulaire, pour rendre les choses un peu plus mielleuses, un peu plus pompeuses, etc. Vraiment mettre les coins ronds, etc. Vraiment comme faire en sorte de grossir un peu plus le trait. On parle de crucial, par exemple, de potential. On parle de verbes un petit peu intenses comme showcasing, donc présenter en anglais. Bref, des mots en fait qu'on disait très rarement, qu'on voyait très rarement dans la littérature. En fait, un peu plus marketeux que scientifique finalement. Exactement ça. Ouais, exactement ça. On a unparalleled pour sans précédent. Bref, des mots qui sont typiquement des signatures stylistiques qui pourraient être utilisées par une IA générative. Et l'étude aussi, c'est intéressant, elle révèle des différences géographiques. Par exemple, l'usage de l'IA serait encore plus élevé, dépassant un article sur 5 dans certains pays comme la Chine et la Corée du Sud. Dans des domaines aussi de pointe comme de la bioinformatique. Donc ça dépend aussi du domaine et des pays. Et le chiffre de 14%, c'est probablement une sous-estimation, comme tu pensais. Les chercheurs notent que probablement que les auteurs s'adaptent déjà après une étude comme celle-là. En fait, en voyant une publication comme cette étude, ils vont commencer peut-être à rectifier, à changer les mots, des mots trop évidents dans leur texte. Bref, est-ce qu'il y aurait une sorte de peur du gendarme ? Peut-être. Et puis, il y a aussi un truc tout simple. Quand on sait que l'IA a tendance à faire ça, il suffit de lui dire « n'utilise pas ce genre de mots » et elle-même pourra se corriger d'elle-même. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes méthodes pour détecter si un texte a été généré par IA d'une année à l'autre, ou même d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Toujours est-il que dans la communauté scientifique, avec ce 14%, on a de plus en plus de chercheurs, chercheuses qui utilisent d'une certaine manière ces outils-là pour essayer de produire des résumés. Mais finalement, ce que cet outil fait, c'est qu'il vient exacerber un problème qui existe déjà dans le monde de la recherche, ce publish or perish, où on a besoin de publier beaucoup souvent. Et donc, c'est un outil qui permet de publier beaucoup et souvent, et d'accélérer encore ce phénomène-là. Mais à partir du moment où l'outil est pour tout le monde, finalement, c'est plus tant un avantage compétitif, entre guillemets. Ça devient la norme. Ça devient la norme. On espère que cette édition vous a plu. Elle n'a pas du tout été générée par intelligence artificielle. Elle a été générée par intelligence humaine. Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Ça nous intéresse particulièrement. N'hésitez pas non plus à nous soutenir. C'est une émission qui ne dépend que de vous. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Cielbus, celle que je viens de publier sur comment améliorer la température chez soi quand on est en pleine canicule. Ça va être bon à savoir avec nos caméras qui chauffent comme ça. Là, en coulisses, on a nos caméras ça a coupé en plein tournage. 2 caméras qui se sont arrêtées à cause de trop de chaleur. Il fait trop chaud. Et c'est la chaleur qu'on dégage. Oui, c'est ça. Avec les chemises, tout ça, on rayonne, ça fait trop de chaleur. Et puis également, n'hésitez pas à aller voir notre dernière émission d'actualité scientifique du mois dernier. On avait discuté d'une guérison d'une maladie rare avec un outil génétique. On avait discuté d'un poisson clown qui change de taille selon le changement climatique et selon la température de l'eau. On a parlé de Kakatoès, capable de boire de l'eau comme des humains. Et puis d'une petite actualité mystère qu'on vous laissera découvrir si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Et bien sûr, 3 matins par semaine, venez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas sur sa chaîne Twitch qui s'appelle Science à la carte. On vous remercie. Dites-nous en commentaire quelle actu vous a le plus marqué. On vous écoute et nous on se retrouve le mois prochain. Bye. Bye bye.